Je vais vous présenter avec ce navigateur Chrome les outils développeurs. C'est quelque chose qui existe sur tous les navigateurs, sauf les navigateurs de téléphone mobile ou de tablette, qui ne sont pas vraiment faits pour travailler. Cependant, quand vous êtes sur un, un ordinateur portable ou de bureau, vous avez la version du navigateur qui possède les développeurs tools. Alors pour y accéder, il y a deux façons. Moi j'utilise le raccourci clavier, la touche F12 sur Windows. Sur les portables ou sur les Macs, c'est FN F12 je crois. Comme ça. Voilà, ce qui est à droite, ben, c'est les développeurs tools. C'est un ensemble d'outils pour aider le développeur web que vous êtes. La deuxième façon d'y accéder, donc là je vais la fermer en rappuyant sur F12. La deuxième façon d'y accéder, c'est en inspectant ici un élément. Donc pour inspecter un élément HTML de la page, vous devez mettre votre souris dessus. Par exemple, si je veux inspecter ce boîte de recherche, je mets ma souris dessus et je fais inspecter. Et là, j'ai une zone en bleu qui est le code HTML correspondant à l'élément que j'ai inspecté. Les outils d'inspection, ça sert principalement pour la phase conception CSS, un petit peu HTML, mais surtout CSS. Là, cet onglet-là, c'est éléments. Donc, éléments HTML. Donc, pensez à voir la zone bleue ici et survoler là pour vous repérer à gauche comme à droite. Je vais agrandir cette zone-là. Donc, si je vais sur une autre zone, je survole, il y a d'autres couleurs. Et regardez, comme à gauche, il y a des pop-up, des boîtes de dialogue, ok, pour vous montrer l'élément correspondant. Alors là, j'ai NTP-Realbox et icon. Ben, regardez, à gauche, c'est pareil. Ici, les triangles, ça sert à déplier puisque en HTML, tout est imbriqué. Je peux continuer comme ça à déplier les choses. Je la replie. Et je peux naviguer aussi directement. Regardez, si je survole body, j'ai toute la zone qui est mise en bleu. Maintenant, je survole une zone qui est une div. Donc, je clique dessus. Et je vois qu'ici, à gauche, j'ai une bande verte. Alors, à quoi que ça correspond cette bande verte? Elle correspond en fait à la propriété padding de cet élément que je survole. Alors, le padding, je le rappelle, c'est l'espace entre la bordure et le texte à l'intérieur. Je vais regarder s'il y a du margin. Hop, ici, j'ai un peu de margin. Le margin, c'est l'espace entre le bord et l'extérieur. Et je peux voir quelle est la valeur de ce margin. Si je clique dessus pour sélectionner cet élément, la fenêtre d'en bas m'indique toutes les propriétés CSS qui ont été écrites par le développeur pour cet élément, mais aussi des propriétés CSS par défaut quand elles n'ont pas été touchées. Donc ici, j'ai un ID, Realbox Container. Donc ici, j'ai un dièse qui correspond aux ID. Et j'ai trois propriétés qui ont été définies. Je scrolle encore un petit peu. Je continue d'avoir des propriétés CSS. Média pour du responsive design. Et je rencontre des fois aussi body, HTML. Et à la fin, ce qui est assez important ici, c'est votre boîte. Alors votre boîte possède quelques propriétés. On va partir de border. Donc ici, j'ai un Realbox Container et le border, il est là.
Il y a un tiret, ça veut dire que elle n'est pas définie, cet élément n'a pas de bord, donc il n'a pas d'épaisseur. Je peux venir ici, je fais un double clic et mettre une valeur. Et j'ai un bord avec une valeur de 2 pixels. Ici, on ne la voit pas parce que on a un ensemble de règles CSS qui peut le masquer. Je peux définir les épaisseurs des bords séparément. Ensuite, on a la fameuse zone de padding. Regardez comme c'est vert. C'est le même vert que tout à l'heure à gauche de l'écran. Et la zone bleue qui est la zone à l'intérieur de mon élément exclut le padding. Donc c'est là où vous avez vos textes ou d'autres éléments, ils occuperont cette zone bleue. Ils n'iront pas au-delà dans la zone de padding. Dans l'autre sens, on a le margin qui est dans l'espace orange entre le bord et l'extérieur. Pareil, ici, je peux définir les 4 points. Donc, je peux double-cliquer ici et avec les touches fléchées, gauche et haut et bas, je peux changer pixel par pixel. Et regardez comme dans la zone ici, ça scintille. OK? Et regardez comme à gauche, maintenant, j'ai un margin qui grossit. Donc, la mise en page varie en temps réel. Je peux cliquer ici, je peux l'effacer. Hop, moi je vais remettre 16. Et là, j'ai une zone position. Alors là, la position, ça concerne la position de l'élément. On peut décaler un élément par rapport à sa position d'origine, à condition que de lui donner une propriété position relative ou absolue. Dans cette partie-là, je peux aussi, alors je vais aller survoler ça, ok. Je vais revenir ici, non, je vais partir ici. Element Style, ça c'est une ligne spéciale qui vous permet d'insérer des nouvelles propriétés. Donc là, je vais margin top. Donc j'ai mis un margin top de 20 pixels. Si je survole ici, eh bien, je vois que j'ai ajouté une zone orange au-dessus de la boîte de recherche. Voilà pour les éléments principaux de cet outil de développeur pour ce qui concerne la partie CSS. Maintenant, abordons l'onglet console qui est consacré au JavaScript. Ici, c'est comme un terminal, comme le commande, le CMD, ou un terminal de Linux. Je peux taper des commandes en JavaScript. 1 plus 3 égale 4. Okay. Mais je peux faire mieux. Je peux même faire alerte bonjour. Qu'est-ce que c'est alerte? Alerte, c'est une fonction JavaScript qui vous permet de faire une pop-up dans la page. Regardez, je vais valider ça. Et j'ai une pop-up ici. Vous voyez ces images, ces messages en rouge, ce sont des erreurs qui ont été imprimées par l'ordinateur. Bon, même sur le site de Google, on a des erreurs. C'est ici que vous allez passer la plupart du temps votre conception de page web. C'est ici qu'on va débugger, qu'on va faire des petits tests. Et c'est vraiment hyper important pour débugger votre programme JavaScript. Il y a d'autres choses ici. Par exemple, là, ça permet de nettoyer. On a d'autres filtres, d'autres outils. Je vous laisse les découvrir parce que ça prendrait trop de temps pour tout vous le dire. Donc, il y a une partie aussi de votre apprentissage qui consiste à aller vous-même explorer. Alors, rassurez-vous, moi, je vous explique l'essentiel. Ce que je ne vous explique pas, c'est un peu plus confidentiel, c'est moins utilisé. Mais
ça ne vous empêche pas de tester. L'autre outil intéressant ici, c'est l'outil réseau. Lorsqu'on va développer une application, notre application web va communiquer avec le serveur. Je vais retélécharger la page en cliquant ici. Et vous voyez qu'on a une espèce de cascade ici. Ce sont les éléments de la page qui sont téléchargés une à une. Elles ne se téléchargent pas en un seul bloc. Parce que dans notre page, on a des images, on a des polices, et tout ça c'est téléchargé séparément. D'ailleurs, on a des filtres ici. Ça, c'est les fichiers JavaScript, il y en a beaucoup. Des fichiers CSS, il y en a un peu moins. Des fichiers images, il y en a quelques-unes. Ainsi que d'autres choses un peu plus exotiques. Je remets un all. Ici, le fetch XHR, on s'en servira lorsqu'on va faire des requêtes Ajax. Donc, c'est des requêtes asynchrones. En fait, ce sont toutes des requêtes qui sont passées après que votre page soit chargée. À quoi sert cet outil? D'abord, on peut déjà débugger un petit peu les images, les fichiers qui sont un peu grosses, puisqu'on a la colonne taille ici. Souvent, des sites web un peu mal conçus peuvent avoir une bannière ici qui fait 10 mégas. Et nous, on va voir tout de suite ici, là, s'il y a des fichiers vraiment très gros. Ce dont je me sers le plus, c'est le Fetch XHR. C'est ce qui permet de, lorsqu'on code une application, de voir si on a bien des ordres qui sont partis ou est-ce qu'il y a des choses qui répondent. L'autre usage étant de voir la taille des fichiers et le temps de téléchargement que vous pouvez lire ici. Cette page-là a mis 3,67 secondes pour se charger. En général, les pages web, les applications web doivent être assez rapides, ne doivent pas dépasser 3 secondes. Si ça peut descendre en dessous de 2, c'est encore mieux. Enfin, le dernier item qui est important, alors tout ça, ça peut servir suivant votre degré de sophistication, votre niveau de développeur. Performance, moi, je m'en sers jamais. La mémoire non plus. L'application, pas vraiment. Ce dont je m'en sers beaucoup, c'est l'outil. Ah, pardon. Ici, application, je m'en sers beaucoup. Pourquoi? Parce que l'onglet application, je m'en sers beaucoup parce que il y a les cookies. Les cookies, ce sont des petits fichiers qu'on stocke pour personnaliser la page web. Mais il y a aussi le local storage qui est une mini base de données dans laquelle on peut stocker des données de façon persistante. En informatique, on a le terme persistant, ça veut dire que ça va survivre à un redémarrage d'ordinateur. Ça veut dire que c'est stocké forcément sur le disque dur ou quelque part et on peut y retourner lorsqu'on redémarre notre ordinateur. Donc c'est persistant. C'est pas comme des choses qui disparaissent. Par exemple, si je tape ici iPhone, je ferme mon navigateur, je reviens sur cette page, je n'ai plus iPhone. Donc, parce que ça n'a pas été persisté quelque part. Il y a d'autres choses qu'on utilise assez rarement aussi dans le développement web, session storage, IndexedDB, WebSQL, tout ça, ce sont des moyens de stocker des informations. En ce qui concerne le parcours de développeur web, c'est éléments et console qui sont les plus utilisés. Donc, je vous encourage à chaque fois que vous codez, d'avoir au moins cet outil développeur d'ouvert. Parce que je trouve que c'est normal que vous utilisez des outils pour développer des sites web. Si vous ne vous en servez pas, c'est un petit peu problématique.
Ça veut dire que vous ne savez pas vous servir des outils. Ça, c'est vraiment indispensable si vous voulez développer dans le web.